Bien, je vous propose de commencer. Bienvenue à tous pour cette réunion publique dans le cadre de la concertation préalable relative au projet d'extension de l'usine d'enrichissement d'uranium Georges Besse 2, dont le maître d'ouvrage est Orano. Je passe la parole tout de suite à Monsieur le maire qui a la gentillesse de nous accueillir dans sa salle municipale. Merci madame. Mesdames, messieurs, écoutez, je suis très heureux de vous accueillir en Vaucluse, à Bolène, et dans un moment qui est important, celle du débat. Et je suis très heureux en tant que vice-président de la CLIGET aussi de voir cette information et ce débat se nourrir partout sur le territoire. Je sais qu'il y a un programme extrêmement chargé et dense sur cette question du débat, sur un sujet qui est éminemment important. Et là, c'est ma casquette de président de la communauté de communes et de maire de Bolène qui est la question de la sûreté au regard des habitants et des populations voisines. Donc je n'en doute pas qu'il soit encore plus intéressant. Voilà, donc je me plie bien volontiers à la tradition de l'accueil républicain pour vous souhaiter la bienvenue à Bolène. Merci, merci Monsieur le maire. Donc je me présente, moi je suis Aurélie Pic, c'est moi qui vais organiser nos échanges ce soir. Je commence par vous présenter le... Pardon. Je commence par vous présenter le déroulé de la réunion de ce soir, qui va s'organiser en plusieurs temps. Donc une première partie d'introduction qui est en cours avec l'introduction de Monsieur le maire, puis une présentation par les garants de leur rôle dans la concertation, et puis une petite vidéo qui vous présentera en quelques minutes les principales informations sur le projet. Ensuite, une intervention de l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, sur le sujet de la sûreté, qui sera immédiatement suivi d'un premier temps d'échange avec vous d'une trentaine de minutes sur l'intervention de l'ASN, et peut-être si vous avez des premières questions sur la présentation du projet via la vidéo. Et puis ensuite une deuxième intervention qui sera celle d'Orano, maître d'ouvrage du projet, et qui portera également sur le thème de notre réunion de ce soir, donc la sûreté et l'environnement dans le projet Georges Besse 2. Et ensuite, encore un échange avec vous qui sera débuté par la réaction des associations à travers l'association Cyclium, qui viendra nous présenter sa vision des choses. Et à nouveau, un échange avec vous pour recueillir vos contributions, écouter vos questions, y répondre autant que de besoin. Et on prévoit de conclure notre réunion un petit peu avant 20 heures, ce qui nous donne une réunion d'environ 2 heures. Pour vous parler de l'ensemble de ces sujets ce soir, des intervenants du maître d'ouvrage, donc Orano, Eric Burger, qui est directeur sûreté, sécurité, environnement et protection du site du Tricastin, donc Orano, Christophe Meilly, qui est également présent ce soir, qui est chef du projet extension des capacités d'enrichissement, qui est le projet qui est présenté en concertation, Frédéric Bernasconi, directeur du programme extension des capacités d'enrichissement chez Orano, et les garants qui nous accompagnent sur toute cette concertation, donc Isabelle Barthes qui est présente à distance, puisque cette réunion est également retransmise via Zoom. Étienne Balland et Denis Cuvillier qui sont présents dans la salle et qui interviendront tout à l'heure. Pour l'autorité de sûreté nucléaire sont présents Nour Kater et Éric Zelnio pour intervenir tout à l'heure. Et puis enfin pour Cyclium, Yann Hilscher qui interviendra pour son association. Voilà l'ensemble des personnes qui pourront répondre à vos questions et qui pour certaines interviendront sur les différents sujets. Je précise également, vous l'avez vu que, donc je vous le disais, la réunion est filmée puisqu'elle est retransmise sur Zoom et elle est enregistrée pour nous permettre de publier ensuite la vidéo sous la forme d'un podcast pour ceux qui voudraient la revoir ou la voir pour la première fois. Je passe la parole à messieurs les garants pour nous présenter leur rôle dans la concertation. On a un petit problème technique sur la tablette. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, voilà, on est 3 garants qui avons été nommés par la Commission nationale du débat public. Et c'est important qu'on précise tous les 3 la façon en fait dont cette concertation a été conçue, envisagée, dont elle se déroule, puisqu'elle est donc garantie par la Commission nationale. Donc nous sommes 3, Isabelle Barthes qui est en ligne, moi-même Étienne Balland et Denis Cuvillier qui est juste ici au premier rang. Quelques mots simplement d'introduction sur ce que c'est qu'une concertation préalable garantie par la CNDP. On va commencer par qu'est-ce que c'est que la CNDP. Donc peut-être vous la
connaissez, vous en avez entendu parler. Elle est présidée aujourd'hui par Chantal Joanneau. Elle intervient en tant qu'autorité administrative indépendante, ça veut dire que donc elle prend des décisions. C'est une instance publique. Elle est indépendante, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du gouvernement ou d'un acteur associatif ou public ou privé, quel qu'il soit. Et enfin, ces décisions s'imposent aux acteurs publics, c'est donc une autorité administrative. Alors, le point le plus important, à notre avis, pour expliquer pourquoi on est là, c'est qu'en fait, il y a un principe constitutionnel qui se trouve dans l'article 7 de la Charte de l'environnement annexée à la Constitution. Ce n'est pas l'article le plus connu de notre Constitution, certes, mais c'est un article important. On connaît mieux d'autres choses, mais celui-ci, il consacre un droit individuel, c'est-à-dire à chacun d'entre nous dans cette salle et partout en France, pour toute personne. Nous avons le droit d'accéder à l'information et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant un impact sur l'environnement. Et donc, tout type de projet, d'initiative, de programme qui a un impact sur l'environnement, d'accord, doit se faire et s'élaborer en concertation avec le public pour qu'il puisse exercer ce droit. Nous sommes simplement, on essaye en tout cas d'être les garants de ce droit. Alors comment ça s'incarne concrètement? Ça veut dire que nous garantissons et nous organisons des concertations en amont de toute prise de décision. C'est un point extrêmement important. Donc nous sommes ici dans une concertation préalable, ce mot est important. Dans ce type de projet, il peut y avoir ensuite, ce que vous connaissez sans doute, des enquêtes publiques qui se déroulent en aval, c'est-à-dire lorsque le projet est complètement déjà avancé, défini. Ici, nous ne sommes pas dans ce cas, nous sommes en amont lorsque aucune décision n'a encore été prise. Du coup, cette concertation préalable, elle a pour objectif, et même c'est une obligation légale, de poser sur la table et de débattre de 3 choses principales. L'opportunité du projet, est-ce qu'il faut le faire? C'est le moment où il faut se positionner, il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Quels sont les objectifs qu'il poursuit? Y a-t-il d'autres objectifs qui seraient plus intéressants à poursuivre? Est-ce que c'est ce projet-là qui répond le mieux aux objectifs? Et puis enfin, les caractéristiques, donc l'ensemble des caractéristiques techniques d'un projet, sa taille, sa dimension, son financement, etc., sont tracées lorsqu'on est sur une route ou sur une ligne électrique ou ce genre de choses. J'insiste un peu sur ce point parce que souvent les concertations, on pense qu'elles sont là justement sur les caractéristiques, sur où est-ce qu'on va passer, comment ça va marcher, etc. Non, concertation préalable CNDP, ça débat d'abord de l'opportunité et c'est ce sujet-là qui est sur la table ce soir. Ensuite, une fois que cette concertation préalable s'est déroulée, nous en rendons, nous, garants neutres et indépendants. Nous sommes chargés d'établir le bilan de cette concertation et de rassembler l'ensemble des arguments qui auront été émis par vous tous. Une fois que ça s'est fait, dans un délai d'1 mois, le porteur de projet, à savoir Orano, aura 2 mois pour répondre à ce bilan, pour répondre à l'ensemble des propositions, contributions, avis, etc., et aux recommandations des garants. Ensuite, la Commission nationale rend un avis sur la qualité de cette réponse. Et enfin, si le projet se poursuit, on parle toujours au conditionnel, si le projet se poursuit, eh bien, la participation du public doit se poursuivre également jusqu'à la fameuse enquête publique dont je vous ai parlé précédemment. Un tout petit point de, en gros, avec quels principes ces concertations sont organisées, donc celle de ce soir aussi. Neutralité et indépendance, ça nous concerne plutôt nous, garants. La transparence des échanges, donc tout ce qui se dit là est enregistré puis disponible sur le site internet. Tous les avis, toutes les contributions sont également disponibles sur la plateforme de la concertation. Tous les échanges sont publics. Les 3 autres points sont importants. Je vais m'appesantir un peu sur, enfin pas trop longtemps, je vous rassure, sur l'argumentation et sur l'égalité de traitement. Ici, dans une concertation de ce type, peu importe que vous soyez maire, président de la communauté, excusez-moi monsieur le maire, que vous soyez président d'Orano, que vous soyez salarié, que vous soyez simple habitant, que vous soyez ce que vous voulez, ce n'est pas ce que vous représentez qui compte, ce qui compte, ce sont vos arguments. Et vous avez tous le même droit à la parole et vous êtes traités également, puisque ce qui est important, ce n'est pas combien de personnes vous représentez, mais qu'est-ce que vous dites. Et nous vous demandons donc, quand vous prendrez la parole ce soir, systématiquement,
d'argumenter, c'est-à-dire vous avez le droit d'avoir n'importe quel avis, proposition, et d'en faire état. Il n'y a aucune limite, à part tout ce qui va être de l'ordre de l'attaque ad hominem sur les personnes. Le reste, vous pouvez le dire, mais simplement, il faut l'argumenter. Il faut nous expliquer pourquoi vous prenez cette position, vous dites cela. Et enfin, le dernier principe, l'inclusion. On essaye, tant bien que mal, d'aller le plus possible à la rencontre de tous les publics, y compris ceux qui peut-être n'ont pas envie ou n'ont pas forcément les codes ou n'ont pas forcément reçu l'information pour venir à la réunion de ce soir. Et donc les modalités de la participation sont très variées. On ouvre un maximum de canaux en fait pour que les personnes puissent trouver le chemin et venir participer et donner leur contribution. Donc les 3 garants, nous voilà. C'est un point simplement important, cette concertation est bien organisée, d'accord, par la CNDP. C'est la CNDP qui décide des modalités d'organisation, puis c'est Orano qui met en œuvre. Mais c'est bien Orano qui met en œuvre les décisions de la CNDP, ça c'est un point important. Enfin, il n'y a pas de... si vous voulez, on peut débattre de beaucoup de choses. On est ce soir sur un projet qui est un projet d'ampleur, qui est un projet énergétique à une échelle locale, mais aussi nationale, mais même internationale. Donc, beaucoup de sujets peuvent être évoqués, et notamment tous les sujets sur les questions d'énergie. On voulait donc vous rappeler à travers cette diapo, très brièvement bien sûr, qu'en ce moment, depuis quelques années maintenant, et singulièrement depuis quelques mois, beaucoup d'espaces sont ouverts à la discussion et à la participation du public sur les questions d'énergie, à commencer par la concertation nationale sur le mix énergétique, où on a parlé du nucléaire et de bien d'autres choses, de l'ensemble des questions énergétiques, et qui prépare, c'est très important, une loi de programmation énergie et climat qui devrait être élaborée et votée au milieu d'année 2023. Cette concertation est terminée le 18 janvier dernier. Beaucoup de débats sur des grands projets, il y en a eu un peu partout, d'énergie renouvelable, d'éolien ou d'autres choses. Le débat public sur l'EPR2, sur le programme d'EPR2 et notamment la première paire d'EPR à Penly, en Normandie. Celui-ci s'est terminé il y a maintenant une dizaine de jours, c'était le 27 février. Et puis évidemment, énormément de projets qui sont soumis à concertation. Simplement pour replacer un tout petit peu la concertation qui nous occupe, qui est certes sur un sujet spécifique, sur un dossier spécifique, mais qui prend place dans toute une série de discussions et d'échanges le plus démocratique possible, pour certains d'entre eux garantis par la CNDP, pas tous, sur ces questions de nucléaire, d'énergie plus largement, de production comme de consommation. Voilà, j'espère avoir été clair et je vous redonne la parole. Merci. Je vous propose qu'on passe tout de suite le film, la vidéo du projet qui vous présente en quelques minutes les principales caractéristiques avant de passer à l'intervention de l'autorité de sûreté nucléaire. Quel est le rapport entre le conflit russo-ukrainien et l'extension de l'usine d'enrichissement Georges Best 2 ? On va vous expliquer. L'uranium sert de combustible aux réacteurs nucléaires. Le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine pourrait perturber et même interrompre la fourniture d'uranium enrichi russe aux centrales nucléaires occidentales qui l'approvisionnent aujourd'hui à hauteur de 30%. Dans ce contexte, certains producteurs d'électricité nucléaire souhaitent sécuriser leurs approvisionnements. La demande en uranium enrichi occidental devrait donc augmenter en substitution aux approvisionnements russes. D'ici 2028, la production devra s'adapter pour éviter que le combustible ne vienne à manquer. Dans le monde, 4 fournisseurs sont capables d'enrichir l'uranium utilisé pour produire de l'électricité. 2 sont européens, dont l'entreprise française Orano, numéro 3 mondial. Que fait Orano en matière d'enrichissement ? En France, l'entreprise Orano enrichit l'uranium sur le site du Tricastin, dans son usine Georges Best 2 qui comporte 2 unités de production. Aujourd'hui, pour répondre aux besoins du marché et à ses contrats, Orano produit 7,5 millions d'UTS. L'UTS, c'est l'unité qui sert à quantifier l'uranium enrichi. Pour satisfaire la nouvelle demande, Orano propose d'augmenter sa production pour atteindre sa pleine capacité, 11 millions d'UTS. En quoi consiste le projet ? L'usine Georges Best 2 compte actuellement 14 modules de production. Orano propose d'en rajouter 4. Ils seraient identiques à ceux existants et installés sur une zone déjà prévue à cet effet dès la construction de l'usine dans les années 2000. Que se passerait-il si on ne faisait rien ?
Ne pas augmenter la capacité de production? Cela reviendrait à laisser le monopole aux concurrents européens. Quelles seraient les alternatives? Implanter l'extension ailleurs en France ou aux États-Unis? Il n'existe pas d'infrastructure aussi avancée. Il faudrait donc construire une usine complète. Choisir une autre technologie que celle utilisée au Tricastin? La centrifugation reste à ce jour la méthode la plus éprouvée et la plus économe en énergie et en eau. Voici les grandes lignes du projet d'Orano. Pour en savoir plus, participez à la concertation et donnez votre avis lors des rencontres publiques et sur le site www.projetextensiongb2.fr. Voilà pour les grandes lignes du projet. Je passe la parole à l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, pour une intervention sur la sûreté, le regard de l'ASN sur la sûreté. Oui, bonsoir à tous. Donc effectivement, on comptait vous présenter l'avis de l'ASN sur le niveau de sûreté et la maîtrise de l'impact sur l'environnement de la plateforme du Tricastin et en particulier de l'usine Georges Besse 2. Peut-être pour se présenter rapidement, donc l'ASN est une autorité administrative indépendante, c'est l'autorité de sûreté nucléaire en charge du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sur toutes les installations nucléaires de base de France à usage civil et les usages de ce qu'on appelle le nucléaire de proximité, notamment par exemple pour le médical. Donc nous sommes tous les deux de la division de Lyon, donc Nour Kater, chef de la division de Lyon, et monsieur Éric Zelnio, chef du pôle laboratoire usine déchets démantèlement, et sommes donc compétents sur le contrôle des installations nucléaires et du nucléaire de proximité sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour revenir au sujet d'aujourd'hui, ah oui, c'est à moi, pardon. Oui, donc le site industriel du Tricastin, c'est un vaste site industriel donc, de 800 hectares qui accueille la plus importante concentration d'installations nucléaires et chimiques de France. Dans ce site industriel, on compte notamment une centrale nucléaire EDF avec 4 réacteurs de 900 MW, l'ancienne base chaude opérationnelle d'EDF qui était utilisée pour la maintenance et l'entreposage d'un certain nombre d'outillages d'EDF et qui est en préparation de démantèlement, les installations d'Orano du cycle du combustible nucléaire, sur lequel il y a à la fois un risque nucléaire et un risque chimique du fait notamment de l'utilisation de présence d'UF6 et d'acide fluorhydrique. Et enfin, une installation nucléaire de base secrète exploitée par Orano, mais qui est contrôlée par une autre entité que l'ASN, qui est l'ASND, donc pour la défense. Concernant plus particulièrement les installations Orano, il y a 3 grands types d'installations au sein de cette plateforme. Donc, tout d'abord, les usines, l'état plus de conversion qui permet de convertir l'UF4 en UF6. Et ce qui est important de noter, c'est qu'un certain nombre d'installations de cette plateforme d'Orano ont connu un renouvellement important avec une nouvelle génération d'usines. C'est le cas pour la conversion avec l'usine Philippe Coste qui a remplacé l'usine Comurex 1 et qui a permis notamment une forte amélioration du niveau de sûreté, que ce soit en termes de résistance au séisme, en termes de maîtrise du confinement des substances et matières qui sont dans ces usines, et aussi des modalités de refroidissement des cylindres du F6. Ce renouvellement d'usine, la construction de la nouvelle usine a aussi permis une baisse des rejets de l'usine de conversion qui, on le verra par la suite, représente la part majoritaire des rejets de la plateforme Orano du Tricastin. L'usine qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est Georges Besse 2, qui a du coup remplacé Georges Besse 1 et qui correspond à un changement de technologie. Donc Georges Besse 2, comme on l'a vu dans la vidéo, utilise la centrifugation, alors que Georges Besse 1 utilisait la diffusion gazeuse. Donc
Ce changement de technologie et donc aussi de génération d'usines a permis également une amélioration du niveau de sûreté en matière de séisme, de confinement et de gestion des cylindres UF6, avec également une baisse importante des rejets et en particulier une forte baisse de la consommation en énergie et en eau. Sur les installations support, certains ateliers et usines ont aussi connu des travaux de modernisation avec des projets qui sont encore en cours, notamment l'atelier par exemple de maintenance des combustibles, des cylindres, l'atelier AMC2. Et sur ces installations dites plus support, il y a à noter un certain nombre d'entreposages de matières qui sont importants sur le site, notamment les cylindres UF6 qui sont utilisés dans le procédé industriel et les fûts d'uranium de retraitement. Comme je commençais à l'expliquer, l'ASN considère que ces investissements qui ont permis d'avoir une nouvelle génération d'installations sur le site a permis une amélioration du niveau de sûreté au niveau d'Orano, mais aussi il y a eu un certain nombre d'améliorations sur toute la plateforme, y compris sur les autres installations. Donc, notamment la centrale EDF dans le cadre du REX, du retour d'expérience post-Fukushima, a mis en place un certain nombre de dispositifs qui ont permis de renforcer la sûreté. C'est tous les équipements notamment qu'on appelle noyaux durs, donc c'est un certain nombre d'équipements qui permettent à la centrale de continuer à fonctionner malgré des agressions externes de niveau très important. La digue du canal du Rhône qui a fait l'objet de renforcements et les derniers travaux sont achevés fin décembre 2022. Donc, comme on disait, les usines Orano de conversion, d'enrichissement et de défluorisation et l'atelier de traitement des déchets du site sont récents et aux derniers standards de sûreté, à la fois d'un point de vue de la réglementation des installations nucléaires de base et sur les Céveso, donc plus sur l'aspect risque chimique. Et ces installations satisfont également aux prescriptions issues du retour d'expérience de l'accident de Fukushima. Enfin, il y a aussi un événement assez important qui a eu lieu dans la région, qui est le séisme du Tei du 11 novembre 2019, qui a permis de tirer le retour d'expérience d'un séisme sérieux et qui a montré que les aléas sismiques qui étaient considérés pour les installations de la plateforme ne remettent pas en cause l'aléa qui était considéré, mais qui nécessitent d'approfondir les études pour affiner les connaissances régionales en termes de famille de failles de la région. Et enfin, les entreposages de matières que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit en extérieur ou dans les entrepôts, eux, pour le coup, sont restés à un niveau de sûreté stable, ont été maintenus dans la durée. Et l'ASN attire l'attention toutefois sur le volume de ces entreposages et dont la surface dédiée augmente aussi, notamment avec des nouveaux projets d'entreposage pour faire face à cette augmentation des volumes. Donc là, c'était plus l'aspect sûreté. Sur l'aspect environnement, on vous présente en quelques chiffres les rejets de l'usine Georges Best 2. Ce qui est déjà important de savoir, c'est que pour toute installation nucléaire de base, les rejets et prélèvements de chaque installation sont encadrés par des décisions de l'ASN qui fixent à la fois des valeurs limites annuelles et aussi en flux, et les modalités de ces rejets et les modalités de surveillance. Concernant l'usine Georges Best 2, il y a 3 types de rejets qui sont encadrés. Donc les rejets gazeux radioactifs alpha, donc en moyenne par an, c'est entre 0,15 et 0,20 mégabecquerels par an. 1 mégabecquerel étant 1 million de becquerels. Cela représente environ 0,4% des rejets de la plateforme Orano. Les rejets gazeux radioactifs bêta, donc là aussi encore, on vous donne sur les 3 dernières années, les valeurs c'était entre 0,5 et 0,3 mégabecquerels par an, et aussi des rejets gazeux chimiques fluorés, entre 0,5 et 0,6 kg par an. Ce qui est
important de noter, c'est que les rejets de l'usine Georges Best II représentent une part minoritaire des rejets de la plateforme Orano qui sont principalement liés au procédé de conversion et donc à l'usine Philippe Coste. Concernant que ce soit donc les rejets liquides ou les rejets gazeux de Georges Best II, ils sont marginaux par rapport aux autres usines, en dépit de sa taille importante. Et donc sur l'environnement, l'usine a un impact limité. Toutefois, il y a un type de rejet qui n'est pas véritablement un rejet qu'on considère comme des fuites parce qu'ils ne sont pas autorisés. C'est les fuites de fluides frigorigènes. Ces fluides ont un pouvoir de réchauffement très important, un impact sur le réchauffement climatique important et qui sont utilisés pour le refroidissement dans l'usine Georges Best II. Et tous les ans, régulièrement, l'exploitant est amené à déclarer des événements liés à des fuites de fluides frigorigènes, environ 1,75 tonnes par an. Donc ça, c'était en termes de rejet. Je vous donnais les ordres de grandeur en termes d'activités rejetées par an. Ce qui est intéressant après, c'est de voir en termes d'impact dosimétrique pour la population autour, puisque tous les rayonnements n'ont pas les mêmes effets n'ont pas le même impact. Et donc c'est en calculant la dosimétrie, donc en sievert, qu'on permet de voir l'impact véritablement à la fois sur les populations et l'environnement. Ce qui est encore important de noter, c'est que les nouvelles usines du site permettent d'avoir des performances accrues et donc de limiter les rejets, que ce soit gazeux et liquides. Chaque année, dans son rapport annuel d'information, Orano estime et rend compte de l'impact dosimétrique de ces rejets à des groupes de référence de population. Donc, pour 2021, on était à 5,9 fois 10-5 millisieverts au lieu-dit les Girardes. Ce chiffre est à mettre au regard de la valeur maximale réglementaire pour la dose efficace cas entier, qui est 1 millisievert pour le public en dehors de l'exposition au rayonnement naturel et aux usages médicaux. À cela s'ajoute le fait que, comme il y a aussi des entreposages de matière, que ce soit en extérieur ou dans des entrepôts, il y a aussi un impact dosimétrique du fait du rayonnement et pas uniquement par les rejets qu'il y a pu y avoir et qu'on encadre par des décisions ASN. Cet impact dosimétrique, il est mesuré par des dosimètres, donc c'est des appareils de mesure qui sont placés et des balises qui sont placées tout autour du site. Pour 2021, cet impact dosimétrique, c'est-à-dire que ces balises permettent de voir la différence entre ce qu'on mesure en extérieur du site par rapport au bruit de fond, à la radioactivité naturelle des environs. Et il peut être estimé, d'après les relevés de ces balises, à 0,02 millisieverts en 2021 au niveau des groupes de référence des populations. Ça, c'était pour avoir quelques ordres de grandeur en termes d'impact dosimétrique de la plateforme sur les populations environnantes. Concernant le projet d'extension de Georges Best II, pour l'instant, l'ASN, comme on le disait, on est encore dans une phase de concertation préalable. Donc là, la discussion au niveau du public est de discuter de l'opportunité du projet. L'exploitant nous a envoyé ce qu'on appelle un dossier d'option de sûreté, qui est un dossier pour présenter à l'ASN quelles sont les options de sûreté, quelles sont les dispositions principales de sûreté qu'il compte mettre en œuvre dans ce projet. C'est une procédure préparatoire qui ne se substitue pas aux examens réglementaires ultérieurs et donc qui ne préempte pas du dépôt d'une demande d'autorisation de création d'installation. Donc, en l'occurrence, Orano a souhaité déposer un dossier d'option de sûreté. Ils l'ont déposé en juillet 2022 et l'ASN a publié la semaine dernière sa réponse au dossier d'option de sûreté qui a été envoyé en février à Orano sur son site internet. Donc, vous pouvez y avoir accès. Ce qu'on vous propose, c'est en quelques phrases, reprendre les points principaux de cet avis de l'ASN. Donc l'ASN, dans son avis, rappelle que l'usine existante Georges Best II est considérée comme
performante en termes de sûreté et de protection de l'environnement, et qu'elle note dans ce que présente l'exploitant que l'extension vise à ajouter des modules similaires à ceux existants. Par ailleurs, ce qui est important de noter, c'est qu'au vu aussi de la date de création de Georges Best II, on a en parallèle un dossier de réexamen périodique décennal. Toutes les installations nucléaires de base font l'objet d'un examen approfondi de leurs dispositions de sûreté, d'impact de l'environnement, tous les 10 ans, pour à la fois vérifier la conformité des installations à leur référentiel et éventuellement définir des améliorations de sûreté liées au retour d'expérience et aux nouvelles connaissances qu'on peut avoir. Donc, en l'occurrence, il y a en ce moment également le réexamen périodique de Georges Best II qui est en cours et le dossier a été déposé en mai 2022. Donc, le bilan depuis le démarrage des différentes unités de l'usine apparaît comme très satisfaisant. Les différentes évolutions et modifications apportées au cours des dernières années n'ont pas posé de difficultés. Les 2 points que l'ASN note en termes de fonctionnement à améliorer sont les rejets de fluides frigorigènes dont je vous ai parlé tout à l'heure et la détérioration de voies de roulement extérieures d'engins de manutention qui doivent faire l'objet de réparations. Et donc, c'est les 2 points que l'ASN note. Concernant le dossier d'options de sûreté, l'ASN considère acceptables les options de sûreté proposées par l'exploitant et a formulé un certain nombre de demandes qui sont de veiller à garder des marges de dimensionnement suffisantes pour le séisme, de prendre en compte les dernières tornades type pour la démonstration de sûreté, de compléter l'approche probabiliste par une approche déterministe des conséquences de chute d'un avion, c'est-à-dire d'analyser tous les scénarios et les conséquences possibles d'une chute d'avion accidentelle sur l'usine, et de bien définir et maîtriser les risques de coactivité durant la phase de chantier prévue. Ce qu'on veut dire par les risques de coactivité, c'est le fait que en parallèle du chantier, l'installation Georges Best II continuera de fonctionner et donc il peut y avoir aussi des interactions et bien maîtriser ces enjeux-là. Et enfin, du coup, les conclusions de réexamen périodique dont je vous parlais précédemment seront aussi à décliner pour l'extension prévue. Merci. Merci de ces éléments. Je pense que c'est très complet. Il peut y avoir des questions, tout à fait. Je pense que c'est très complet. Il y a peut-être beaucoup d'éléments donnés et probablement des questions peut-être de compréhension ou d'approfondissement de certains sujets. Donc, je vous propose d'avoir un premier échange qui pourrait être d'environ une trentaine de minutes selon le volume de vos questions avant de passer la parole à Orano. Je précise donc que la réunion est également retransmise sous Zoom, que les questions peuvent être prises via le chat qui sont relayées par messieurs les garants, si besoin, oralement, dans le cadre de notre échange en salle. Ces choses étant dites, je vous propose de vous passer la parole. Il y a des micros qui peuvent vous être donnés pour qu'on s'entende bien entre nous, mais encore une fois également sur Zoom. La première question est toujours la plus difficile de se lancer. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Vous pouvez aussi réagir à la présentation du projet qui a été même rapide, mais via la vidéo, vous avez peut-être des questions également ou des observations. Donc tout était limpide. Pas de questions particulières, pas d'observations. Vous avez une deuxième chance après, si vous avez un regret, peut-être le temps d'absorber toutes les informations. Voilà, l'ASN reste avec nous. Monsieur Balland, allez-y. Oui, peut-être pour essayer aussi de lancer la discussion. Donc nous, garants, on pose des questions tout simplement parce qu'on a entendu dans d'autres réunions ou on a entendu dans d'autres modalités de la concertation, comme par exemple sur les marchés, on a pu entendre des questions qui sont relatives aux questions de sûreté et d'environnement. Et comme ce soir, c'est notre thème, eh bien voilà, on va se permettre peut-être de renvoyer ou de ramener ce type de propos qu'on a pu entendre. À la réunion que nous avons eue, la dernière réunion publique que nous avons eue, il y a eu pas mal de questions sur la question du séisme. Et vous l'évoquez dans la dernière diapo de votre présentation. Alors, j'ai pas noté très précisément les mots que vous avez employés. Peut-être qu'on peut revenir
sur la diapo. Et peut-être pour vous nous expliquer... Oula, ouais. Merci. Est-ce que vous nous expliquiez deux choses? Les questions qui étaient posées à la dernière réunion portaient vraiment sur la question de la digue et de la résistance de la digue au séisme. Donc, il me semble que c'est aussi autour des questions des travaux qui ont été faits sur la digue pour le Rex Fukushima, mais du coup, en lien avec le séisme du Tei. Et puis, peut-être préciser un petit peu ce que vous demandez précisément à Orano en matière de dimensionnement suffisant pour le séisme. Est-ce que vous pouvez développer un peu ces sujets-là? Alors, la personne qui a posé la question à la dernière réunion n'est pas là ce soir, mais voilà, nous, on se fait de ce fait un peu on rapporte d'une certaine manière les questions qui ont pu être posées, qui n'ont pas encore eu de réponse. Pour la digue, la question avait s'était posée avant le séisme du Tei. Ça date de 2017. En 2017, EDF n'était pas en mesure de nous démontrer qu'une portion de la digue résistait au niveau de séisme qui était considéré comme l'aléa de référence qu'on demande pour la résistance aux agressions externes. Et donc, ça avait fait, donc déjà, quand on avait eu cette discussion, l'ASN avait demandé à EDF, à la centrale EDF du Tricassin, de replier les réacteurs. Donc, les réacteurs avaient été mis à l'arrêt en attente de travaux complémentaires pour renforcer ponctuellement la digue. Et ensuite, EDF nous a proposé un renforcement plus conséquent de cette digue, avec plus périn du renforcement de la digue qui a eu lieu ces dernières années et qui a pris fin là en fin 2022. Et c'est à mettre aussi en perspective avec une actualité sur le site de la centrale EDF du Tricastin qui connaît son 4e réexamen périodique. Donc, comme je vous disais, tous les 10 ans, il y a un réexamen périodique. Pour les centrales nucléaires de 900 MW, on arrive aux 40 ans. Et c'est un réexamen périodique qui est assez important dans la mesure où les centrales nucléaires en France n'ont pas de durée de vie, mais les durées initiales de conception pour un certain nombre de composants, dans l'hypothèse initiale, étaient de 40 ans. D'où le fait que ce réexamen a pris a pris un temps important, intègre un certain nombre de modifications, intègre un lot de modifications importantes, notamment des dispositions liées au retour d'expérience de Fukushima, avec notamment ce qu'on peut voir assez bien de l'extérieur du site, c'est la mise en place de diesels d'ultime secours en hauteur qui sont les derniers, qui sont des diesels comme leur nom l'indique, d'ultime secours en cas de forte agression externe, inondation, tornade, et qui pourront alimenter la centrale pendant 24 à 48 heures, le temps que des moyens externes arrivent. Donc ça, c'était sur la digue. Et peut-être... oui, alors peut-être je vais te laisser. Oui. Donc effectivement, l'ASN, dans son avis sur le dossier d'option de sûreté, comme elle l'a fait précédemment sur toutes les créations récentes d'ateliers complémentaires, puisqu'on a rappelé que sur cette plateforme, il y a eu un très gros programme d'investissement, donc d'abord dans les usines cœur de procédés, conversion, enrichissement, d'abord dans l'ordre enrichissement et conversion, mais aussi tous les ateliers support, c'est-à-dire par exemple les ateliers de traitement de déchets, un certain nombre d'utilités. Et l'angle donc de l'ASN quand il s'agit d'INB, c'est de prendre en compte donc un certain nombre d'exigences liées au séisme. Et selon la connaissance des effets de site, bien documentés ou non, on prend une marge forfaitaire. Il se trouve que pour l'instant, la connaissance fine des effets de site est encore jugée insuffisamment documentée. Et effectivement, en plus, comme l'expliquait Mme Cater, le séisme du Tei vient un petit peu modifier l'angle de la connaissance de la bibliographie, donc ça va prendre encore un peu plus de temps de conclure. Et donc, dans l'attente, je dirais, d'une connaissance fine et assurée des effets de site, on prend le séisme majoré de sûreté, plus une marge forfaitaire, qui est de 30%. Et donc, du coup, ça veut dire que dans les bâtiments, dans le dimensionnement des ancrages et autres, Orano, dans son dossier, doit démontrer que la manière de réaliser ces équipements, ces bâtiments, résiste à ce séisme majoré de sécurité, plus 30%.
ce qui est une option qu'on a jugée conservative par rapport au dimensionnement de ce qui peut être redouté. Merci beaucoup. Si je me permets de reformuler, ça veut dire que vous demandez à Orano de surdimensionner, enfin de prendre 30% de marge supplémentaire par rapport au séisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais qui en fait n'est pas assez connu. Est-ce que c'est à peu près ça que vous avez voulu dire? Disons que, comme on est sur, je dirais, des déditionnements extrêmes avec des séismes qui souvent remontent, on va dire, au balbutiement de l'histoire au sens où on les a notés. C'est pour ça que souvent on a des échelles différentes d'ailleurs, parce que ce n'est pas des choses qu'on a mesurées avec des sismographes, mais des reconstitutions de séismes anciens basées sur des descriptions souvent tenues par les curés dans notre pays, des dégâts produits. Donc on croise des constatations géologiques avec un travail historique qui décrivait, je dirais, à la fois le phénomène, leur ampleur, les dégâts connus. Et ça permet d'avoir en fait des bibliothèques de séismes anciens enveloppes par secteur. Mais donc ça donne une approche grossière de ce qu'on peut redouter sur le plan vraiment historique. Donc on a une notion de séisme historiquement vraisemblable, auquel donc ensuite on ajoute des marges de sûreté. Donc depuis assez longtemps, du côté de l'autorité de sûreté et de notre expert technique IRSN, on a une règle fondamentale de sûreté qui définit en fait un séisme SMS, donc qui est le fameux séisme majoré de sûreté. Et à cela, on doit prendre en compte d'éventuels effets de site, notamment selon que vous êtes sur des alluvions, du caillou, des choses hétérogènes, des failles, pas de failles. Et donc la démonstration vraiment très poussée, c'est qu'effectivement, sur l'emplacement donné, au-delà de la connaissance un peu générale qu'a souvent le BRGM, par exemple, pour le citer, de la géologie, on prend des marges spécifiques au site d'implantation. Et c'est ce qui permet de garantir qu'à aucun moment, on va rogner des marges sur ce qui a été défini au niveau de la règle fondamentale de sûreté. Bien, merci de ces précisions. Ah, ça appelle une question dans le public. Il y a un micro qui arrive derrière vous, monsieur. Allez-y. Oui, bonsoir. Didier Giffard. J'ai une question sur ce thème. Vous parlez de séisme majoré de 30%, une marge. Est-ce que ça veut dire que quand GB2 s'est construit il y a 10 ans maintenant, puisqu'on parle d'un examen décennal, ces marges-là n'existaient pas? Ça, il faudra revoir éventuellement avec les données d'entrée de l'exploitant, mais pour moi, effectivement, on est sur le même type de design. C'est-à-dire que depuis qu'on est sur le triptyque entre le séisme historiquement vraisemblable, le SMS plus effet de bord, et donc quand on n'a pas la connaissance locale, on prend une marge forfaitaire, et le séisme noyau dur, qui lui va bien plus loin, parce que c'est celui qui est, entre guillemets, l'effet falaise, c'est-à-dire c'est le séisme qu'on imagine tout mettre par terre. Et donc celui-là, on ne l'a pas documenté sur le plan historique, parce que quelque part, on cherche quel niveau il faut atteindre pour nous mettre, entre guillemets, par terre tout ce qui préexistait, entre guillemets. Et donc, depuis le retour d'expérience de Fukushima, dans les équipements, dans les réexamens, les fonctions de sûreté noyau dur, c'est-à-dire ce qui garantit vraiment l'ultime sûreté, qui va permettre de mitiguer des fusions de cœur de centrales nucléaires, qui va permettre de sécuriser des produits extrêmement dangereux, extrêmement nocifs et autres, ça c'est du niveau noyau dur. Donc on est très 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 haut en termes de dimensionnement. Ensuite, si vous avez des exigences de sûreté de tenue SMS, là vous allez être effectivement sur des calculs qui vont prendre en compte l'histoire, la connaissance, la démonstration et souvent donc une base forfaitaire, en l'absence donc Orano, c'est le fameux SMS plus 30%. Et après, vous avez un certain nombre de choses qui ont des exigences sismiques moins importantes, parce qu'on n'est pas sur le procédé, on n'a pas de fonction de sûreté et autres. Et donc c'est pour ça qu'en fait, sur les installations, on peut avoir une problématique assez disparate sur les équipements, entre des choses qui sont noyau dur, et donc là on est sur le reste de Fukushima, c'est des petits équipements, des petits volumes, mais là ça concentre en fait une résistance extrême. Sur les installations nucléaires de base, quand on va parler de confinement de matière, quand on va parler de sûreté un peu clé, on va être sur notre fameux SMS ou SMS avec marge de sécurité. Et puis après, on a le reste. Et le reste, quelquefois, c'est une simple tenue mécanique au séisme. Parce que, par exemple, si vous avez un équipement de procédé ou des stockages de produits, si vous les mettez dans un bâtiment qui ne tient pas au séisme,
vous aurez fait un beau procédé, mais si le bâtiment lui tombe dessus, il va se retrouver agressé. Et ça, typiquement, par exemple, c'est la raison pour laquelle il a fallu refaire les casernes et les bâtiments de crise dans les gros centres d'INB en France. Parce qu'il y avait des PC de crise, mais évidemment, ils n'étaient pas qualifiés au séisme noyau dur Fukushima. On n'avait jamais injecté dans les tenants et les aboutissants. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez aussi eu un renforcement sur ce type d'ouvrage, en fait. Votre réponse est très technique. Hein. Pour faire simple, parce que est-ce que aujourd'hui l'installation elle existe? On va refaire, si j'ai bien compris, la même chose. Ça veut dire que ce qui existe aujourd'hui est sûr, vous l'avez dit vous-même. Ça veut dire que ce qui va être construit, ça va être la même chose. Donc pourquoi on dit aujourd'hui prendre en compte les dernières démarches supplémentaires ou c'est les mêmes que celles qui étaient il y a 10 ans? Du coup, la demande, c'est pas de renforcer l'aléa dimensionnant pour l'extension, c'est de veiller à garder des marges de dimensionnement suffisantes pour le séisme. C'est-à-dire que là, on a un aléa, un niveau de séisme auquel doit résister ce que l'ASN impose comme référence de résistance des installations. Et en l'occurrence, ce niveau d'aléa n'a pas à être réévalué parce qu'il n'y a pas de raison de le remonter entre l'usine actuelle et le projet d'extension. Mais ce que demande l'ASN, c'est de dire, gardez en tête que potentiellement, dans les années à venir, s'il y a des nouvelles connaissances qui nous arrivent, notamment par exemple avec les études qu'il y a sur les failles des Cévennes liées à la famille des failles de Cévennes liées au séisme du Teil, gardez de la marge, on vous demande de garder de la marge, en tout cas de vérifier que vous avez encore de la marge par rapport au seuil qu'on vous demande aujourd'hui, pour l'avenir, dans la mesure où ces installations, elles ne sont pas là pour rester 5 ans. Ça j'ai bien compris, mais j'ai toujours pas compris l'explication. On a des installations aujourd'hui qui existent, d'accord? Ces installations, elles répondent aux exigences de la loi et donc du séisme majorant avec la marge qui est donnée. Aujourd'hui, on reconstruit la même chose. Est-ce que le seuil, il change ou est-ce qu'on garde le même seuil et donc la même marge? Dans quel cas, il n'y a pas de discussion? Et l'alerte que vous mettez sur le document, il inquiète. On se dit, mais ça veut dire que peut-être que le séisme, il va monter et donc il va falloir faire peut-être des installations encore plus résistantes que celles qui ont été faites il y a 10 ans. C'est ça ma question. Je pense qu'on n'a pas été clair sur la marge. Donc il y a une marge par rapport à la marge dont vous parlez, M. Zagno, entre ce qui est vraisemblable, ce qui a déjà eu lieu comme type de séisme et ce qui est vraisemblable avec, on prend des marges pour demander à l'exploitant, vous devez aller à ce niveau X. Et nous, ce qu'on dit, c'est que pour l'instant, on vous demande de maintenir ce niveau X, pas besoin de dimensionner plus, mais dans la mesure où on a des réexamens périodiques qui viennent tous les 10 ans, donc dans 10, 15 ou 20 ans, selon les connaissances qu'on pourrait avoir, les retours d'expérience, il se peut que ce X ne suffise plus. Mais aujourd'hui, tel que c'est formulé dans le courrier, on ne demande pas à l'exploitant pour l'extension d'aller au-delà de X. Je ne sais pas si là c'était plus clair. C'est encore une marge au-dessus où on dit, dans la mesure où c'est une installation qui probablement aura une durée de vie bien plus que de 10 ans, il est quand même plus logique de garder de la marge par rapport à ce que nous on demande comme minimum aujourd'hui. Donc c'est de l'ordre de la précaution supplémentaire, si je comprends bien, si j'essaye de le dire avec mes mots de néophyte. Et je vous propose qu'ensuite on enchaîne, parce que je pense qu'on a perdu une partie du public sur cet échange. J'aimerais le réintégrer dans notre réunion. Mais si vous avez des derniers compléments, n'hésitez pas, mais voilà, peut-être qu'on pourra y revenir. Moi, j'entends que c'est une précaution supplémentaire qui est prise par rapport à l'examen précédent. Est-ce qu'il y a d'autres questions de compréhension, parce qu'encore une fois, je pense que certains sujets sont effectivement très techniques et méritent peut-être des explications complémentaires pour certains. Sinon, on peut passer à l'intervention suivante et puis on reviendra à nouveau ensuite, on aura à nouveau un échange qui sera peut-être l'occasion d'aller plus loin. Donc, Monsieur Burger pour Orano sur la sûreté et l'environnement dans le projet d'extension des capacités. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est assez intéressant, mais je risque de répéter un certain nombre de choses dites par l'autorité. En tout cas, nous ne sommes pas concertés préalablement. Tout d'abord, rappelons déjà qui sommes-nous. Notre métier, c'est clairement de fournir la matière première qui sert à la fabrication du combustible utilisé dans les centrales nucléaires.
Et donc pour cela, nous allons transformer l'uranium naturel en provenance des mines en différentes étapes. Première étape, c'est le rendre compatible à l'utilisation pour être enrichi dans l'usine d'enrichissement Georges Best 2. Pour cela, on commence dans les étapes de conversion, chimie-conversion, à y ajouter du fluor. Et en fait, c'est de l'UF6, comme ça a été cité tout à l'heure, donc de l'uranium naturel sur lequel on ajoute 6 atomes de fluor, qui vont être ensuite injectés à l'état gazeux dans les usines d'enrichissement. L'objectif étant, c'est qu'on rentre avec de l'uranium naturel avec un isotope de l'ordre de 0,7% en uranium 235, et on amènera l'uranium 235 à des niveaux de 3 à 5% d'enrichissement, ce qui en fait est utilisé dans les réacteurs. La capacité de production, derrière les chiffres là en UTS qui ont été cités, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par an, la capacité de production du site d'Orano Tricastin, c'est d'être capable d'alimenter l'équivalent de 70 réacteurs au niveau mondial, soit l'équivalent de 90 millions de foyers en électricité bas carbone. Et quand on dit 90 millions de foyers, ça représente l'équivalent finalement de la France, l'Angleterre et l'Allemagne en termes d'alimentation. Je pense que ça donne un ordre de grandeur et c'est tout à fait important. Deuxième élément, ça a été cité tout à l'heure, bien évidemment, nous sommes un site nucléaire puisque nous utilisons de l'uranium et on a de l'uranium sur le site sous diverses formes, mais nous sommes avant tout un ensemble chimique puisqu'on a beaucoup de chimie sur le site et le risque prépondérant, bien avant le risque nucléaire, est un risque chimique lié à l'utilisation des réactifs tels que l'acide fluorhydrique ou la présence du F6 sur le site. L'ASN l'a dit, hein, nous disposons aujourd'hui d'usines au plus haut standard de sûreté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà des améliorations continues que nous réalisons sur l'ensemble de nos installations, le site a bénéficié d'un renouvellement de 90% de l'outil industriel, puisque ce sont 5 milliards d'euros qui ont été injectés pour remplacer les usines de conversion et les usines d'enrichissement. Et évidemment, à cette occasion, ça a été l'occasion de nous caler sur les meilleurs standards en termes de sûreté et d'impact environnemental. Standard en termes de sûreté, on a parlé du séisme, parce qu'effectivement, je ne vais pas revenir sur le débat qu'il y a eu tout à l'heure, mais quand notamment GB2 a été construit, c'était, je dirais, on était en phase de démarrage de la construction quand il y a eu l'effet Fukushima. Donc GB2 a bien fait l'objet d'un contrôle pour nous assurer que le REX issu de Fukushima dans le dimensionnement de GB2 avait bien été pris en compte. En tout cas, GB2 résiste, je dirais, à ce qu'il y ait des charges en termes de tenue au séisme vis-à-vis de Fukushima, d'une part, et également sur les nouvelles usines, un gros travail sur tout ce qui est maîtrise des confinements, c'est-à-dire faire en sorte que, quelle que soit la nature d'un incident qu'il peut y avoir à l'intérieur de nos usines, en tout cas, on maîtrise la dispersion et de faire en sorte que la dispersion de matière ne puisse pas en sortir. Ça, c'est très important. Nous avons à cette occasion changé de technologie. Je crois que, je ne sais plus si c'est Mme Cater ou M. Zegno qui expliquait un exemple quand on regarde l'enrichissement au Philippe Coste. Donc on a drastiquement réduit notre empreinte environnementale et en particulier sur tout ce qui est consommation d'énergie. Si on compare aujourd'hui l'usine GB2 par exemple à Eurodif, on a divisé, en fait, on a réduit de 98% la consommation électrique entre les deux usines. Il fallait un peu plus de 3 réacteurs nucléaires pour faire tourner l'usine Eurodif. Aujourd'hui, on est inférieur à 10% de consommation d'un réacteur pour faire tourner l'usine GB2. De la même façon, on a réduit de 100% les consommations en eau, en passant d'Eurodif à GB2. Eurodif, c'était 26 millions de mètres cubes d'eau consommés par an. Aujourd'hui, on est à 0. C'est pour ça d'ailleurs que les tours de refroidissement que vous voyez ne sont plus en service. Donc on a, au-delà de la sûreté, en tout cas, au travers de ces changements de technologie, fait un grand pas également sur la consommation de ressources et réduit notre empreinte environnementale. Au-delà de nos usines principales, ça a été cité également, on a investi plus de 500 millions dans l'ensemble des ateliers qui sont nécessaires aussi à la production. Nous avons des laboratoires, nous avons des usines chimiques de défluoration, nous avons des stockages, des entreposages de différents produits chimiques. Tout ça, ça a été remis aux meilleurs standards de sûreté de la même manière. Et enfin, nous avons également
je dirais, travaillait et injectait une centaine de millions d'euros pour tout ce qui était suite aux études complémentaires de sûreté. Eric Zelnio l'a bien dit, le Rex de Fukushima, ce n'est pas uniquement que les usines résistent au séisme, faut-il encore que tout ce qui est nécessaire ensuite pour gérer une crise résiste également. Donc on a été amené, nous aussi, à remplacer nos PC de crise, tout ce qui est, je dirais, caserne, tout ce qui est équipement d'intervention pour protéger aussi ceux qui pourraient être amenés à intervenir en cas de crise. Donc c'est tout à fait notable. Donc vous l'avez compris, bon, nous, la sûreté, c'est véritablement, et l'environnement en tout cas, dans nos priorités absolues. On y a beaucoup investi, mais il faut aussi être conscient qu'il n'y a pas que les usines, les installations. On investit aussi beaucoup en termes de formation au niveau de nos équipes pour les amener au meilleur niveau en termes de connaissances et de maîtrise de tous les sujets autour de la sûreté et de l'environnement. Pour donner un ordre de grandeur, en 2021, sur 50 000 heures de formation sur la plateforme, ce sont plus de 60% des heures de formation qui étaient consacrées à des sujets de sûreté, de sécurité ou d'environnement, ce qui fait à peu près l'équivalent d'une semaine de formation par salarié. Donc c'est tout à fait significatif. La sûreté, ça repose aussi sur notre capacité à détecter des signaux faibles, des écarts. Évidemment, on a des systèmes de protection de nos usines, je dirais automatiques, avec des systèmes qui détectent et qui mettent en sécurité les procédés, mais également nos opérateurs, hein, au travers de leur ronde quotidienne, surveillent nos installations. Et dès qu'il y a constat d'un écart, ce qui est important, c'est que tout écart est analysé. On informe systématiquement l'autorité de sûreté, hein, parce que c'est très important et là de travailler pour analyser, je dirais, le retour d'expérience qu'on peut faire de ces écarts et de créer tout cela dans un climat, je dirais, de totale transparence avec l'autorité de sûreté, car nous sommes convaincus, en tout cas, que je dirais, c'est notre volonté de viser le plus haut niveau de sûreté et dans le cadre d'une démarche de progrès continu. Alors ça peut évidemment surprendre, mais une de nos missions aussi, quand on parle de sûreté, c'est d'imaginer l'impossible, et en tout cas de pouvoir travailler pour en réduire les conséquences, et c'est ce qui a été fait dans le cadre des études complémentaires de sûreté, qui se sont traduites par un plan d'action important avec des investissements notamment sur le site et qui s'est terminé en 2016. Je ne reviendrai pas sur les SMHV, SMS, je pense que ça a été longuement débattu, mais si besoin, on en reparlera. Également, alors je n'ai pas changé les slides, vous m'excuserez, je me rends compte. Voilà, également, il est important, je l'ai dit, notre principal risque est un risque chimique. Et dit risque chimique, c'est important de pouvoir intervenir rapidement, d'avoir des gens compétents, capables d'intervenir. Et nous disposons de moyens très significatifs en termes de capacité d'intervention sur le site, puisqu'on ne s'appuie pas sur les forces et services de l'État. Nous avons sur le site l'équivalent en termes de moyens d'une ville de 100 000 habitants. C'est-à-dire que nous avons nos propres équipes d'intervention qui connaissent nos risques, qui sont formées à intervenir très rapidement sur site et également intervenir aussi sur tout ce qui pourrait être menaces malveillantes par ailleurs. Et nous disposons également d'un centre de gestion des situations d'urgence sur site que nous testons régulièrement, hein, au travers d'exercices, c'est important. Hein, je rappelle que notre site fait l'objet d'un plan d'urgence interne et d'un plan particulier d'intervention, c'est-à-dire dès l'instant où, je dirais, il pourrait y avoir des conséquences à l'extérieur du site. Nous testons ces PUI, ces PPI, au travers de quasiment un exercice par mois du type PUI et une centaine d'exercices à l'échelle de l'année pour entraîner et vérifier que notre organisation est efficace. Voilà ce que je pouvais dire sur l'aspect, je dirais, plutôt industriel. Un autre élément important, évidemment, concerne la surveillance environnementale du site d'Orano-Tricastin. Nous assurons une surveillance au travers de ce qu'on appelle notre réseau de surveillance environnementale. Nous surveillons en fait à la fois un certain nombre de paramètres sur notre site, mais également à l'extérieur. Nous surveillons, nous faisons des contrôles de l'air, des contrôles des zones nappes, des eaux de surface, des contrôles, je dirais, atmosphériques. Enfin, vous en avez la liste sur cette présentation. Il faut avoir, pour illustrer un peu les quantités, nous disposons de 320 points de contrôle sur le site et à l'extérieur du site. Nous réalisons plus de 25 000 prélèvements par an.
ce qui représente, je voyais l'année dernière, 35 000 précisément analyses. Donc c'est quand même un volume d'analyse qui nous permet en tout cas de surveiller notre impact sur l'environnement. Ces données sont transmises tous les mois aux autorités. L'ensemble de ces relevés, les relevés réalisés, font l'objet aussi d'une communication annuelle au travers du rapport public annuel, font l'objet aussi de présentations régulières au niveau de ce qu'on appelle la CLIGET, la Commission locale d'information. Et nous avons proposé d'ailleurs aux représentants de la CLIGET ces 2 dernières années de venir sur site, visiter nos laboratoires, visiter avec nos équipes, de voir comment on surveille l'environnement. Et ça s'est réalisé ces 2 dernières années. Ce qu'il faut retenir en termes d'impact, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, notre impact dosimétrique sur les populations de référence. Madame Kater a cité 0,4059 millisieverts, ce qui représente à peu près 17 000 fois moins que le 1 millisievert, qui est la dose, je dirais, réglementaire, en tout cas au niveau du public. Pour donner une idée, c'est 1000 fois moins qu'un aller-retour, je dirais, ou je crois même que l'aller Paris-New York en avion, pour juste donner un ordre de grandeur. D'un point de vue surveillance environnementale, évidemment, toutes les données, de toute façon, nous sont prescrites, c'est-à-dire qu'on a des seuils, des valeurs à respecter. On s'appuie aussi sur des guides, notamment nous indiquant les valeurs, par exemple, cibles sur les teneurs maximales en uranium dans les eaux de boissons, qui ne peuvent émaner de l'OMS ou autre, et nous vérifions que nous sommes toujours en deçà de ce qui est prescrit ou des valeurs guides, en tout cas dont nous disposons. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, au travers des relevés, et c'est les conclusions qui ont été faites et présentées en CLIGET, c'est que notre impact est extrêmement faible, l'impact des activités du site sur l'environnement, que nos résultats sont stables, c'est-à-dire que malgré l'augmentation de production, on ne constate pas d'évolution défavorable, en tout cas de ce qu'on mesure, et qu'on peut constater et confirmer une absence d'impact sanitaire, en tout cas sur les populations qui vivent autour de ce site. Je rappelle que cet ensemble de dispositifs de surveillance environnementale est bien évidemment contrôlé par les autorités, y compris d'ailleurs des contrôles sur nos propres laboratoires pour en vérifier la pertinence en tout cas des mesures. Point aussi important qui n'a pas été cité, nous sommes un site extrêmement contrôlé. Je me demande même si on ne l'est pas d'ailleurs le site le plus contrôlé, puisque nous avons en moyenne chaque semaine entre 1 et 2 inspections. Alors pas uniquement de l'autorité de sûreté nucléaire, mais l'autorité de sûreté nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire défense, le haut fonctionnaire à la défense et à la sécurité pour tout ce qui est, je dirais, acte de menace malveillante, mais également les autorités de contrôle pour tout ce qui est contrôle à non-prolifération, gestion des matières nucléaires à travers de l'AIEA et d'Euratom. Bon, voilà. Dernier élément, mais ça a été largement cité tout à l'heure par l'ASN, notre projet d'augmentation de capacité d'enrichissement en termes de maîtrise des risques. Ce qu'on peut dire, c'est que le procédé aujourd'hui industriel et les fonctions de sûreté ne seront pas modifiés. On est vraiment dans une logique de copier-coller des modules existants. C'est extrêmement important parce que, comme ça a été déjà dit dans des présentations précédentes, aujourd'hui, un certain nombre de clients électriciens cherchent à se désengager de la Russie. Ça ne peut pas être non plus dans 10 ans. Et une des conditions pour être au rendez-vous de 2028, c'est bien évidemment de pouvoir faire du copier-coller d'une installation dont on connaît les caractéristiques, qui sont en tout cas le REX qu'on a pu faire sur les 10 années de fonctionnement n'ont pas mis en évidence. En tout cas, on considère que la maîtrise des risques est robuste et on connaît le comportement de cette installation. En tout cas, qui, même si l'ASN, dans le cadre de l'examen du DOS, nous pose un certain nombre de questions, évidemment, on les instruira. Ça fait partie des analyses habituelles dans ce contexte. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y aura pas de modification des emprises, des procédés ou des risques ou des besoins de remettre en cause, je dirais, les autorisations, notamment les autorisations de rejet actuelles. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la présentation de l'autorité de sûreté. Finalement, on est très très bas par rapport aux autorisations de rejet. Et donc, ce n'est pas avec l'ajout de 4 modules supplémentaires, il n'y a pas besoin de remettre en cause, en tout cas, ces autorisations. Je l'ai dit, les principes de sûreté ne seront pas modifiés sur le projet.
Il n'y a pas non plus besoin d'augmenter les capacités du F6 qu'on peut, je dirais, disposer au niveau de cette installation nucléaire de base. Le dossier de sûreté que nous avons remis à l'autorité de sûreté a fait l'objet d'une réponse sur laquelle tout à l'heure la SN est revenue. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, l'étude d'impact est en cours de mise à jour, mais nous confirmerons que, je dirais, les rejets attendus après extension de l'usine Georges Best 2 n'auront pas d'incidence, en tout cas, sur la santé des populations avoisinantes. Enfin, et en dernier slide, hop, ça ne passe plus. Voilà. Ah non. C'est bon? Non. Voilà. Ce qu'on voulait dire également, un point important, c'est l'étude et la maîtrise des risques en situation accidentelle. Ce qui se passe aussi, je dirais, on a des agressions externes extrêmes. On parle du vent violent, de chute d'avion. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, les études de maîtrise de ces risques montrent que les conséquences potentielles d'une situation accidentelle restent très faibles. C'est-à-dire que dans tous ces scénarios, ça on le doit, je dirais, à la conception même de l'installation, pour lequel finalement on a très peu de matière engagée dans les centrifugeuses. Pour donner une idée, c'est 1000 fois moins que sur l'usine Eurodif. Et je dirais les parties dans lesquelles on pourrait avoir, je dirais, de la matière, notamment au cas où on viderait les cascades, c'est-à-dire les corridors et les parties annexes, elles sont dimensionnées en béton et résistent, je dirais, on connaît son niveau de résistance, en tout cas vis-à-vis des aléas extrêmes. Donc ce qui fait que les conséquences en termes, je dirais, d'un accident sur GB2, sur l'usine GB2, y compris avec l'extension, reste très inférieur, en tout cas aux limites autorisées dans le cadre d'un fonctionnement normal, à savoir 1 millisievert en termes de dosimétrie. Et je dirais, il n'y a pas d'effet de chimique ou toxique à l'extérieur du site, en tout cas d'après tous les calculs que nous pouvons réaliser. Merci. Est-ce qu'on est au bout? Oui, tout à fait. Merci. Merci. Je propose peut-être avant l'intervention de Cyclium de voir s'il y a des questions de compréhension, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont complexes pour ceux qui ne sont pas forcément habitués ou sensibilisés à ces sujets-là. Donc si jamais vous avez besoin de poser une question, il n'y a pas de questions idiotes, vraiment n'hésitez pas. Vous êtes légitime à demander des précisions, de la compréhension sur certains points si vous en avez besoin pour suivre les interventions suivantes ou pour mieux comprendre celles qui viennent d'être faites. Bien, bah écoutez, c'est limpide. Du coup, je passe la parole à Monsieur Tchor pour Cyclium, et puis ensuite, on aura à nouveau un échange donc pour une intervention de 5 grosses minutes pour avoir votre regard. Bonsoir à tous. Donc j'interviens ce soir au nom d'associations du monde économique tel que c'est défini au niveau de la CLIGET. Donc le monde économique, ça représente un petit peu les entreprises qui viennent travailler dans le nucléaire. Je représente à ce titre ce soir 2 associations que sont Cyclium et Atout Tricastin qui emploient énormément de personnes sur le bassin d'emploi du Tricastin. Dans un premier temps, un petit peu qui sommes-nous, parce que finalement on n'est pas forcément très bien connus de tout le monde et de tout le public ici présent. J'ai quelques problèmes de slide, mais c'est pas grave. On va faire avec. Donc, Cyclium, c'est une association des entreprises de l'activité du nucléaire dans le bassin d'emploi qui va recouvrir un petit peu tout le local au niveau région Rhône-Alpes, Sud-Drôme, l'Occitanie pour toute la partie de Marcoule et la région PACA avec notamment Cadarache. Ça représente 54 entreprises adhérentes qui travaillent dans le nucléaire et pour une valeur de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 4500 salariés. Donc quand même une représentation relativement importante de toutes les entreprises qui interviennent dans le cadre des activités nucléaires pour le compte d'Orano, d'EDF, du CEA et de divers exploitants nucléaires. Cette association est composée d'à peu près 42% de sociétés, de grands groupes français, mais aussi de TPE, de PME et de TI très locales qui font tout le bassin d'emploi de notre région. On intervient un petit peu sur tous les sites Cadarache, Tricastin et bien sûr Marcoule. Un petit peu différent, Atout Tricastin est une association du Tricastin, comme son nom l'indique, avec des entreprises plutôt
diverses, une centaine d'entreprises, mais un petit peu diverses, du bâtiment, de l'artisanat, des commerçants et tout ce qui s'ensuit, avec différents secteurs d'activité représentés, et plus particulièrement une cellule nucléaire qui représente une 20-25 entreprises qui travaillent spécifiquement dans l'activité nucléaire. Alors, pourquoi l'intervention de ce soir ? Parce que j'entends un peu trop souvent dans des discours de la CLIGET, notamment, et dans d'autres discours, comme quoi les entreprises du nucléaire, qu'on sous-traite, on traite de sous-traitants, mais un petit peu dans le sens péjoratif du terme, sont de la main-d'œuvre qui peuvent réaliser des missions sans réellement de formation pour le compte d'EDF. Finalement, EDF, Orano, fait des choses assez bien faites et puis utilise des sous-traitants pour faire des choses un petit peu plus délicates et un peu moins en sûreté nucléaire. Alors, ça m'embête énormément. Et parce que, franchement, les entreprises du nucléaire sont des entreprises qui sont qualifiées, habilitées et soucieuses de la formation de leur personnel. On a parlé tout à l'heure de 5 jours de formation chez Orano à peu près par an, par personne. On est au même niveau de formation. Alors, on verra les chiffres un petit peu différemment tout à l'heure et je les expliquerai, mais on est au même niveau de formation et ça, je tenais réellement à le dire. Alors, quand on parle de formation, d'habilitation, de qualification, il faut savoir que pour intervenir sur des activités dites IPSN, qui sont des activités liées à la sûreté nucléaire, eh bien, il faut différentes habilitations pour les sociétés. Donc EDF nous demande une habilitation dite UTO, Framatome, QN100. Orano a ses panels d'entreprises qui sont qualifiés, le CEA va demander d'autres qualifications. Et on a en plus en préparation sur du plus long terme l'ISO 19443, qui est un ISO 9001 plus la sûreté nucléaire qui devrait permettre d'intervenir pour tous les pour toutes les donneurs d'ordre du nucléaire. Mais ça, c'est réellement en préparation et c'est tous les B.A.-BA en ce moment. Donc, les activités, les entreprises du nucléaire sont des entreprises qualifiées. Excusez-moi, je me suis planté. Je reviens. Voilà. On parlait de la surveillance. Alors la surveillance, il faut savoir un petit peu qu'on a différents types de surveillance au niveau des sociétés. On va avoir des surveillances indépendantes, que sont des gens comme la PAV, Calianor, l'AFNOR, qui viennent nous auditer régulièrement, à savoir à peu près 2 jours par an pour une ISO 9001, 3 jours par an pour une ISO 19443, 1 jour par an en moyenne pour la radioprotection. Alors ça reste des moyennes, hein, parce que plus l'entreprise est grande, plus on va avoir de jours d'audit. Et puis, il y a différentes causes pour définir le nombre d'audits. On va avoir aussi des surveillances des exploitants nucléaires. EDF, c'est 2 jours tous les 2-3 ans. Idem pour Framatome et Orano, en plus, nous surveille aussi. Et on va avoir des surveillances sur projet, à savoir 3 à 5 jours de surveillance et d'audit par an faites par les différents donneurs d'ordre. Alors ça représente à peu près une dizaine de jours par an d'audit. Je crois que j'ai 2 jours d'audit la fin de cette semaine qui vont m'amener à peu près à 11 jours cette année d'audit de par les différents donneurs d'ordre, les activités indépendantes et tout ce qui s'ensuit. Je parle d'approche graduée, c'est quand même important et les gens de la sûreté me comprendront. Plus on va aller vers des activités qui sont proches des noyaux durs, plus on va avoir de surveillance. Et ce qui est normal. Il est évident que quelqu'un qui travaille sur l'eau potable des toilettes, entre guillemets, n'a pas tout à fait les mêmes surveillances que ceux qui travaillent sur les cœurs de réacteurs. Formation et sensibilisation. Alors, on nous demande à l'heure d'aujourd'hui, tous les exploitants nucléaires et les normes nous demandent une sensibilisation de tout notre personnel à la sûreté nucléaire. Une sensibilisation aux CFS, qui sont les produits contrefaits et frauduleux. Un suivi annuel des compétences qu'il va falloir qu'on effectue auprès de notre personnel et différentes causeries auprès de notre personnel par rapport à la sûreté nucléaire. On va avoir des formations en radioprotection et des formations sur le savoir commun du nucléaire. Alors on parle des niveaux 1 et 2 en fonction de si l'on est des intervenants ou si l'on est des encadrants. On va avoir des interventions un peu plus particulières, des formations plus particulières, telles que des QSSEP pour certaines interventions ou des formations de chargés d'opération. Donc, vous étiez à 5, on est à 3 en moyenne, mais tout le monde n'intervient pas sur toutes les activités du secteur du nucléaire. Il est évident qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes choses, mais là, on est pareil sur des activités avec des approches graduées, à savoir que plus on est au cœur de la sûreté, plus on a de formation. Ceci pour dire quand même que notre personnel est sensibilisé au même titre que le personnel d'Orano et est réellement suivi et formé
à l'ensemble des activités importantes pour la sûreté. Et enfin, on parlera de retour d'expérience, puisqu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le retour d'expérience, c'est l'important, c'est de partager sur les bonnes et les mauvaises expériences, les bons et mauvais retours. On fait systématiquement des bilans de fin de projet avec les exploitants nucléaires. On fait le point sur des affaires pour savoir si ça s'est bien passé, ce qui s'est pas mal passé, pour essayer de ne pas réitérer nos erreurs, mais aussi pour bénéficier de tout ce qui s'est bien passé pour les actions suivantes. On participe aux actions de l'ASN, parce que quand ils font les inspections, ce n'est pas que les exploitants qui contrôlent, mais aussi les entreprises intervenantes. Et ça, on y participe au même titre. On partage des règles internes entreprises. C'est un petit peu la base de Cyclium, c'est de pouvoir partager entre entreprises du nucléaire sur les différentes expériences qu'on peut avoir. Et puis, je dirais un petit plus peut-être pour nous, c'est qu'on a l'avantage de connaître plein de sites et aussi de pouvoir partager sur les expériences intersites. C'est-à-dire que j'ai des gens qui travaillent pour Orano, pour EDF, pour CEA, et on peut aussi partager toutes ces expériences qui nous arrivent de différents horizons. Pour finir, on va parler des remontées de non-conformité, qui sont une problématique franche. Il faut savoir qu'on va avoir différents niveaux de possibilités d'alerte en cas d'une non-conformité. On va pouvoir remonter au niveau de nos responsables hiérarchiques. Bon, vous allez me dire, si c'est eux qui payent à la fin, c'est peut-être pas le top adéquat. On va faire des remontées au service QSSE, donc truc Q3SSE, c'est qualité, sûreté, sécurité, environnement et radioprotection des sociétés. Il est précisé que ces services doivent être indépendants des directions et pouvoir prendre des décisions et mener des actions indépendamment des chefs de projet. Et ça, c'est très, très important. Et sur les audits qu'on reçoit, c'est un élément qui est regardé. Comment vous garantissez l'indépendance de votre service sûreté par rapport aux acteurs économiques? Et puis enfin, je dirais qu'on a toujours le moyen de s'adresser à l'ASN en cas de non-compréhension de tous ces services-là par un site qui est remonté ici, qui permet de faire tout signalement de manière anonyme. Donc on a quand même les moyens, si on détecte des anomalies, de pouvoir les faire remonter à différents niveaux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci de ces éléments qui appellent peut-être à nouveau des questions dans la salle ou peut-être sur Zoom. Je ne sais pas si on a des questions qui arrivent sur Zoom sur ces différentes interventions. À nouveau, je vous repasse la parole sur les précisions qui ont été apportées par Cyclium sur les niveaux de sécurité, de sûreté, la manière de garantir ces niveaux de sûreté. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions, évidemment, sur les interventions précédentes, que ce soit Orano ou que ce soit l'ASN, n'hésitez pas. Je renouvelle le fait qu'il n'y a pas de questions idiotes et que c'est un sujet très technique qui mérite probablement des explications. Donc, surtout, n'hésitez pas à en demander. Et puis, on est aussi là pour recueillir des contributions et des observations, des remarques au-delà des questions qui viendraient nourrir, enrichir le projet qui est présenté en concertation. Est-ce que il y a des Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur Zoom? Je ne sais pas, Monsieur le Garant, si on a des demandes de prise de parole. Non. Alors, moi, je réagis juste pour avoir participé à la visite de site de samedi sur les visites de sites qui sont proposées sur le Tricastin, Orano Tricastin. C'est vrai que ça répond à un certain nombre de questionnements, notamment sur les habilitations et les formations que font les entreprises qui interviennent sur le site du Tricastin. Ça avait été des questions qui ont été posées samedi et qui donnent des réponses, donc qui ont été données via la visite, mais peut-être que quand on mettra en ligne le diaporama, ce sera aussi l'occasion de répondre à des questions de la visite de site. Est-ce que voilà, j'essaye désespérément d'attirer les questions, les observations, mais voilà, je constate que tout a probablement été très clair et très limpide. Monsieur Balland. Merci beaucoup. Alors pareil, je vais essayer de peut-être de poser une question alors qui s'adresse à la fois à Orano et à l'ASN, parce que les deux ont évoqué le sujet, mais dans notre objectif, nous garantons toujours d'une information la plus complète possible du public. Vous avez parlé à plusieurs reprises de risques chimiques, et en même temps, c'est pas forcément
un peu contre-intuitif. On est sur une installation nucléaire, donc on pense que c'est surtout un risque radiologique. Et en fait, vous avez parlé plusieurs fois de risque chimique, mais sans forcément décrire précisément ce que c'était. Vous avez mentionné les matières, donc l'acide fluorhydrique, si je ne me trompe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus précisément qu'est-ce que c'est que ce risque chimique? Décrire en fait tout simplement la réaction et du coup qu'est-ce qui se passe si le risque est avéré? C'est-à-dire s'il y a un accident chimique, qu'est-ce que c'est? Quelle matière et quel risque très concrètement ça fait prendre aux personnes qui pourraient être à proximité ou à un moment donné inhaler ces choses-là? Et du coup, pour faire le lien aussi avec votre présentation des différents points de mesure, est-ce que ces mesures sont aussi des mesures qui ne concernent pas seulement la radioactivité, mais qui concernent la présence d'éléments fluorés, si j'ai bien compris, qui pourraient être dangereux? Orano ou l'ASN, ou peut-être une réponse à 2 voix selon votre point de vue. Alors, on Peut-être commence Orano, par parce que Orano et puis ASN c'est eux qui pourra manipulent la compléter. matière. Je dirais il y a deux manières de voir le sujet. Sur l'aspect des risques chimiques, oui, on a des entreposages de produits chimiques, en l'occurrence de l'acide fluorhydrique. Je disais, ces entreposages aujourd'hui ont été mis au meilleur standard de sûreté. Il y a d'autres risques en fait liés à la chef. C'est notamment lié à l'utilisation du F6 liquide. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'UF6, je le rappelle, l'UF6 c'est l'uranium avec 6 atomes de fluor. Et quand il est liquide et qu'il peut se retrouver au contact par exemple de l'atmosphère, peut se recombiner et avec de l'hydrogène et générer de l'acide fluorhydrique. C'est l'événement d'ailleurs qui est décrit dans la plaquette qui accompagne notre projet, l'événement de référence du site en 77. Hein. Ça se traduit par un panache d'un produit évidemment qui est à la fois corrosif et toxique, hein, donc l'acide fluorhydrique. Là aussi, tout a été mis en œuvre. Il y a vraiment eu des évolutions très notables au niveau de l'usine suite à cet événement, à savoir qu'aujourd'hui, contrairement au passé, ou peut-être même dans d'autres pays, ça se fait encore, nous n'avons plus du F6 liquide, en tout cas sur tout ce qui est entreposage sur le site à l'extérieur des bâtiments. C'est-à-dire que les cylindres dans lesquels on a de l'UF6, quand ils sont à l'extérieur de nos bâtiments, ils sont cristallisés. Ce qui limite de manière drastique ce risque, si, pour une raison X ou Y, on avait une fuite, de régénérer une fuite du F6 liquide comme on a connu en 77. Ça, c'est vraiment des choix très importants d'un point de vue industriel. Ça s'est traduit par des choix de conception. Je ne sais plus tout à l'heure, je pense que l'ASN a cité notamment sur Philippe Coste, c'est-à-dire que quand on coule, parce que le principe en fait de l'UF6, c'est qu'on peut le passer en phase, il est solide, gazeux, liquide, on passe son temps à changer de phase, mais typiquement dans Philippe Coste, quand on coule l'UF6, hein, donc c'est de l'uranium naturel mais avec les 6 atomes de fluor, dans le cylindre, ça se fait dans un bâtiment qui aujourd'hui, je dirais pour faire simple, est quasi hermétique, c'est-à-dire c'est un bâtiment étanche avec des systèmes de ventilation, etc. pour même s'il y avait une fuite, rien ne puisse sortir. Et ça, c'est vraiment un choix d'industriel, c'est-à-dire qu'on laisse refroidir le cylindre tant qu'il n'est pas cristallisé à l'intérieur de bâtiments. On n'est plus du tout dans les logiques, je dirais, qu'on a pu connaître sur les anciennes usines. De la même façon, sur les dépotages, par exemple, c'est-à-dire que quand on vide une citerne d'acide fluorhydrique, c'est la même chose. Quand les anciennes usines, on était plutôt dans les standards des années 60 de la chimie, c'est-à-dire qu'on était dans des systèmes de dépotage, je ne vais pas dire à l'air libre, n'exagérons pas, mais enfin en tout cas des structures qui pouvaient être ouvertes. Aujourd'hui, tout ça, ça se fait dans des bâtiments qui sont véritablement fermés, contrôlés, avec toutes les sécurités qui vont bien, et tout est mis en œuvre pour que s'il y avait un incident, rien ne sorte. Merci. Sur l'ASN qui peut, du point de vue de l'autorité de sûreté nucléaire. Pour compléter, effectivement, quand on parlait de risque chimique, c'était l'acide fluorhydrique. En termes d'impact, l'accident dimensionnant, c'est effectivement ce panache d'acide fluorhydrique, qui est un acide donc, qui est toxique pour les êtres humains et l'environnement, notamment pour les voies respiratoires. Et aussi, en termes, quand il y a un panache, il y a de l'acide fluorhydrique, mais il y a aussi un rejet d'uranium. Donc l'uranium, il y a à la fois l'enjeu radioactif, avec, en fonction de la dose, soit des effets déterministes, soit des effets liés à l'augmentation de la probabilité de développer un cancer plus tard. Et aussi, l'uranium,
en lui-même a aussi un impact, a des effets sur l'organisme en termes au niveau de sa chimie, notamment sur les reins et cancérigène, au-delà des effets des rayonnements ionisants. Donc c'est pour ça qu'on parle à la fois d'un risque radiologique lié au caractère radioactif de l'uranium. Et donc le caractère radioactif, c'est le fait d'émettre des rayonnements ionisants, mais aussi du risque chimique lié aux effets de la composition chimique des produits utilisés, que ce soit l'acide fluorhydrique ou l'uranium, sur l'organisme. Tout à l'heure, on a vu donc des contrôles sur la radiologie. Est-ce qu'il y a des contrôles qui se font aussi dans le processus sur le risque chimique, enfin sur une éventuelle présence de cet acide qui aurait migré à travers une ouverture imprévue? Oui, on a des mesures pour détecter le fluor dans nos installations. Après, il y a un avantage, dès qu'on a une microfuite, je ne sais pas, dans une opération de maintenance, ça fait tout de suite une fumerole blanchâtre. Alors évidemment, quand on fait les opérations, on se prépare, on se protège, mais c'est détecté très facilement. Après, effectivement, on a des capteurs. Bon, voilà. Après, sur la surveillance environnementale, on cherche aussi tout ce qui peut être trace, mais là, c'est autre chose de fluorure. Mais ça, c'est dans le cadre de la surveillance environnementale. Donc voilà, donc oui, on vérifie parce que c'est quelque chose qu'on traque tous les jours, puisque pour pas que nos salariés ou les intervenants, par exemple de maintenance, puissent être au contact de ce type de produit. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, observations? On peut peut-être aussi, encore une fois, relayer des questions qui ont été posées notamment au moment de la visite de site, dont plusieurs ont porté sur les sujets de sûreté. On l'a dit sur la question des entreprises, peut-être sur la manière dont les travaux seront menés pour la construction de GB2 et enfin de l'extension de Georges Best 2 et la manière dont les entreprises seront choisies pour là aussi assurer la sûreté. On a aussi beaucoup évoqué à la visite de site les enquêtes administratives qui sont menées sur que ce soit les salariés d'Orano, les salariés de l'entreprise qui travaillent pour Orano, et puis pourquoi pas au moment des travaux, encore une fois, de construction. Peut-être qu'on peut revenir sur ce sujet-là, qui en tout cas avait été largement soulevé au moment de la visite de site. On va parler un petit peu de l'objet technique. Donc effectivement, dans l'objet technique sur l'extension, au niveau du calendrier, même si on est toujours à l'état de projet, donc aujourd'hui le projet n'est pas lancé, il n'y a pas de validation, mais s'il devait se faire, l'enjeu c'est de pouvoir commencer à construire en septembre 2024, de commencer à produire donc, en mi-2028 et d'avoir sa pleine capacité en 2030. Alors, juste pour la question, effectivement, donc je vous invite encore, s'il reste des places, à visiter le site, parce que ça permet de voir en plus l'objet existant et de se projeter sur l'objet à venir. Mais en termes d'opération, cet objet, déjà, c'est une emprise au sol d'environ 20 000 m², donc ça fait à peu près 3 terrains de football. Pour construire ce type de grand projet pour lequel on a aujourd'hui un investissement, ce qui est affiché aujourd'hui entre 1,3 et 1,7 milliard d'euros, ça vous donne à peu près la taille de l'investissement. On s'appuie sur des fournisseurs, donc environ 60 lots, c'est-à-dire qu'on découpe généralement ce type de projet en une soixantaine de lots. Alors un lot, c'est le génie civil, c'est de la tuyauterie aluminium, c'est de la tuyauterie inox, c'est du contrôle-commande. Et donc, effectivement, on va consulter ces fournisseurs. Donc, on prend ces fournisseurs, on a parlé tout à l'heure de panels, donc on a parlé de fournisseurs qualifiés. Donc, Orano a des panels dans différents groupes de marchandises, donc en fonction des corps de métier. Et finalement, donc, on fait des consultations. Donc, la plupart du temps, c'est effectivement un principe de consultation. Il peut arriver qu'on passe des marchés de gré à gré, mais c'est généralement parce que un fournisseur est propriétaire d'une technologie. Mais sinon, les consultations, effectivement, sont compétitives, sont de rigueur. Et le premier marché donc, que l'on devrait passer, donc encore une fois de plus, si on a un go sur l'investissement, c'est le marché de génie civil, que l'on planifie de passer en décembre ou en janvier 2024 pour pouvoir tenir le jalon initial qui est le début de la construction en septembre 2024.
Alors, ça me fait penser à un autre point sur lequel moi, en tout cas, j'ai noté, donc je ne sais pas si le public partagera avec moi, mais la SN a cité le sujet de la coactivité dans les réponses aux dossiers d'options de sûreté ou au réexamen décennal, je ne sais plus. Le sujet de coactivité pendant la phase travaux, peut-être qu'on peut également apporter des précisions sur ce sujet-là. Sur le volet coactivité, donc effectivement, donc même si on a fait des préparations de sol quand on a construit les installations existantes, donc on va avoir de la coactivité, donc on va veiller finalement que tous les travaux n'ont pas d'impact sûreté et au niveau de la protection. Donc ça va être par exemple la tenue, j'irai au vent des grues, on va avoir des grues à proximité. Donc ça fait partie des sujets qu'on regarde quand on fait de la coactivité de construction. Ça va être également finalement la séparation entre donc l'installation en exploitation et la zone de chantier, donc qui est attenante. Donc ça fait partie des sujets qu'on regarde avec les métiers sûreté sur la coactivité des différents corps de métier. Très bien. Écoutez, je pense que, à nouveau, je me tourne vers le public. Si jamais il y aurait une question, je ne voudrais pas créer de frustration. Messieurs les garants, si vous souhaitez à nouveau relayer peut-être des questions qu'on a entendues jusque-là, ou si tout est très clair et qu'il n'y a pas de questions supplémentaires, on peut s'acheminer vers notre conclusion. Merci beaucoup. Alors oui, un dernier point qui a été évoqué dans des échanges préalables et qui pourrait être intéressant simplement, mais ce serait vraiment le dernier point, c'est cette question de ce que je crois on appelle le suraccident, c'est-à-dire l'enchaînement des événements qui amènent une situation qui empire. Est-ce que effectivement sur ce point-là, on a parlé du Rex Fukushima, donc c'est plutôt une question qui s'adresse plutôt à la SN, mais en gros aujourd'hui, quelle est la vulnérabilité en fait de Georges Best 2 à un enchaînement d'événements qui pourrait impliquer la centrale EDF, éventuellement d'autres choses, c'est-à-dire comment les installations industrielles sont finalement interdépendantes et comment on fait pour prendre en compte ou mesurer et se protéger d'un risque qui est en fait un risque qui additionne et finalement qui multiplie les différentes fragilités des différents systèmes. Et puis après, si vous me permettez, on prendra quelques instants pour conclure. Merci. Parfait. Donc effectivement, pour ce point, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors d'un atelier précédent, on avait une question du public sur les risques, et j'avais commencé par dire que j'étais satisfait de voir que le public se rappelait que ces activités présentaient des risques, et voilà, c'est quelque part quelque chose qu'on jugeait intellectuellement satisfaisant, parce qu'effectivement, il ne faut pas perdre le sujet de vue. Alors après, effectivement, par rapport à votre question, M. Balland, que vous relayez, ce qu'il faut voir, c'est le gigantisme de l'installation, de la plateforme. Et donc, on va commencer par exemple par qu'est-ce qui pourrait se passer s'il advenait une situation d'accident d'urgence radiologique sur la centrale par rapport aux voisins. Donc, ce que j'avais rapidement expliqué la dernière fois, c'est que chaque exploitant a un plan d'urgence interne, ce qu'a rappelé M. Burger tout à l'heure, et si la situation était d'emblée d'ampleur ou dégénérait vers des événements hors du site, la réponse, ensuite, ça passe par le plan particulier d'intervention. Donc, les exploitants, entre eux, s'il y en a un qui devait déclencher son PUI, ça arrive, même à des gens très bien, déjà, ils ont une information mutuelle. Donc, si c'était chez EDF, les voisins d'EDF sont alertés. Si c'était chez Orano, pareil. Sachant que, au-delà des exploitants nucléaires, on a aussi des exploitants d'installations Céveso pas loin. Et donc, effectivement, ces gens-là ont des conventions, se connaissent, partagent des infos et ont des lignes téléphoniques sécurisées pour s'alerter les uns les autres en cas de difficulté. Donc, sur la centrale, comme j'ai dit la dernière fois, la centrale de Tricastin, elle est comme ses cousines de France et de Navarre. C'est des scénarios assez connus, il y a des réponses à ces types. Et s'il arrivait quelque chose de très sérieux sur la centrale, en fait, clairement, côté Orano, ça ferait un déclenchement de PUI qui consisterait à arrêter les installations d'Orano, les mettre en état sûr et, selon les consignes du PPI, organiser l'évacuation du personnel en maintenant un effectif minimum de sécurité. Et donc, du coup, l'exploitant gère ça au travers de son PUI. C'est-à-dire qu'il se mettrait en phase de repli minimal. Et contrairement à d'autres installations d'Orano, notamment du côté de La Hague, où là, on a des activités qui nécessitent
des gestes, du refroidissement en permanence et compagnie. Sur le tricastin, les choses sont plus calmes. C'est-à-dire que l'uranium, c'est un produit plus sympathique. Une fois que vous avez tout mis en sécurité, c'est assez stable. Ensuite, si l'événement majeur, pour arriver aussi, arriver chez Orano, eh bien, du côté d'EDF, si on avait des panaches toxiques, si on avait des panaches radiologiques, eux aussi ont des réponses. Donc ça passe essentiellement par de la mise à l'abri. On n'imagine pas forcément de scénario où eux seraient conduits à mettre à l'arrêt les réacteurs. Ça paraîtrait assez étonnant, parce qu'il n'y a pas besoin de sortir dehors en fait, pour continuer à produire de l'électricité. Et du côté de chez Orano, vu l'ampleur du site, la taille entre les usines, en fait, si une des usines ou un des ateliers était touché, ben, il se passerait la même chose que si ça arrivait à la centrale. C'est-à-dire par réaction, il y aurait une mise en sécurité des différentes usines et ateliers, d'abord une mise à l'abri du personnel, et puis l'organisation de points de regroupement, et puis éventuellement, dans un deuxième temps, une évacuation et compagnie. Et donc, quand vous êtes sur le site, dans tous les bâtiments, y compris administratifs, vous avez des points de regroupement, vous avez des alertes, vous avez des exercices. Dans les points de regroupement, vous avez un certain nombre d'équipements. Comme on est à côté de la centrale EDF, bah, on peut prendre de l'iode, si le préfet ordonne de prendre de l'iode. Et voilà, donc toute cette construction, elle est faite. Les moyens qui ont été rapidement évoqués tout à l'heure par M. Burger en tant que réaction, c'est-à-dire les moyens de mitigation, hein, les moyens lourds, en première réponse, Orano peut les déployer. Mais effectivement, même en cas extrême, ce qui nous arrive, nous, quelquefois, de simuler lors d'exercices de crise, type chute d'avion, une chute d'avion sur un parc, par exemple, c'est un événement, voilà, c'est quasiment l'événement de dimensionnement, ça n'empêche pas que ce n'est pas toute la plateforme qui est concernée. Et donc, on a un effet cascade au domino, en fait, qui est peu redouté. Alors après, et ça rejoint une des premières questions qu'on avait tout à l'heure avec monsieur, il y a un autre type d'agression ou d'autres familles de types d'agression qui pourraient concerner tout le monde, ce sont la tornade, les vents extrêmes, des pluies extrêmes, un orage démentiel ou le séisme. Parce que là, on a parlé en fait d'accidents qui pourraient être liés à des causes anthropiques ou des défaillances importantes, voire à une chute d'avion, mais ça, c'est des entrants uniques. Effectivement, quand on parle d'agression climatique ou de séisme, là, tout le monde est concerné. Et c'est là où, en fait, au titre de la défense en profondeur de la conception, on prend des marges très importantes, parce que là, pour le coup, on ne se voit pas répondre à un événement qui concernerait toutes les usines, tous les ateliers, tout le monde en même temps. En fait. Donc voilà comment on construit, la sûreté de conception pour répondre aux situations extrêmes. Merci. Encore une fois, une dernière chance au cas où il y aurait un regret avant de s'acheminer vers notre conclusion, puisqu'on touche de toute façon à l'horaire qu'on s'était donné. Sur Zoom, pas de questions non plus. Très bien, je vous invite à conclure notre réunion alors. Merci beaucoup. Je voulais d'abord vous remercier à tous d'être venus. Un jour pas très simple quand même, parce que voilà, il y a eu des blocages un peu partout. Alors, peut-être pas forcément trop impactant, mais quand même un peu plus de monde sur les routes peut-être que d'habitude. Donc pour ceux qui ont fait de la route d'un peu loin, merci vraiment. Alors ce sujet de ce soir était vraiment un sujet pas simple. On voit que c'est un sujet qui est technique. Pour nous, il est très important de donner l'opportunité à tout le monde d'aller au bout de ces sujets-là. Parce que d'abord, cette concertation, elle est organisée au titre du Code de l'environnement, et c'est pas pour rien. C'est bien parce que ce projet est soumis à une évaluation environnementale qu'il fait l'objet de cette concertation. C'est vraiment l'ADN de ces concertations, c'est de pouvoir parler d'environnement et parler de sûreté. Donc merci à tous les intervenants qui ont pu éclairer ce sujet. Merci à Orano pour l'organisation de la réunion et merci beaucoup à vous tous d'être venus. Un spécial évidemment, merci alors je ne sais pas si c'est un jeune homme ou une jeune fille, je ne vois pas d'ici, c'est un garçon, donc au jeune homme qui a notoirement abaissé la moyenne d'âge de la salle. Merci à tous. Un petit point ensuite. Nous sommes vraiment exactement un tout petit peu après la moitié de cette concertation. Bon, ce qu'on voulait vous dire, nous, un peu comme message pour la suite, il reste un mois de discussion. C'était l'avant-dernière réunion vraiment thématique pour aller au fond d'un sujet qui était l'environnement. La semaine prochaine, mardi soir prochain,
exactement dans 7 jours, nous avons rendez-vous en ligne cette fois-ci, dans une webconférence qui est très importante parce qu'elle posera les questions de géopolitique et de commercialisation de l'uranium à l'échelle nationale et internationale, qui sont, je pense que vous l'avez compris, au fondement même de l'opportunité du projet pour Orano. C'est-à-dire qu'Orano positionne ce projet comme un projet de réponse à une demande, et à une demande internationale, dans un contexte géopolitique très particulier lié à la guerre en Ukraine. Donc, vraiment, la réunion de la semaine prochaine est très importante, et on espère que vous pourrez y participer. Elle se déroulera en ligne, donc le 14 à 18h. Et puis nous aurons une réunion de synthèse à Orange aidez-moi, c'est le 4 avril également à 18h. D'ici là et pendant toute cette période, vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez pas à prendre le temps de digérer un peu ce que vous avez entendu ce soir, de reconsulter les documents. Vous avez le dossier de la concertation qui est très complet sur beaucoup de choses et des éléments complémentaires en ligne. Et même un petit mot, c'est pas forcément un oui ou un non. Dans une concertation, on ne s'exprime pas juste pour dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, mais vraiment donnez votre avis, faites des propositions, des contributions, dites-nous ce que vous pensez de ce projet, et vous pouvez parfaitement être très pour, très contre, ou au contraire pas bien savoir encore. Mais vraiment, la concertation est faite pour ça, pour que vous puissiez vous forger un avis et vous puissiez surtout le communiquer. Donc l'important, c'est pas seulement de vous faire votre avis, mais c'est vraiment de le donner. Et vous avez en ligne ou lors des réunions qui vont venir toute l'opportunité de le faire. Voilà, merci beaucoup. Et je crois qu'on a un petit coup à boire pour finir les échanges. Merci. Bonne soirée à tous.